Salut les juristes! Aujourd'hui, nous consacrons une vidéo à l'un des exercices emblématiques de l'apprentissage du droit qui constitue une véritable épreuve dans la formation des juristes. Le commentaire d'arrêt. Indissociable des travaux dirigés et des partiels, aucun juriste ne sort de sa formation sans l'avoir affronté, et souvent essuyé quelques défaites. Nous essaierons de te donner toutes nos astuces pour poser les bases saines de cet exercice, cibler les difficultés, mais aussi les idées reçues, pour les surmonter et ne pas tomber dans le panneau. Avant toute chose, les fiches présentes dans ces vidéos sont disponibles en PDF en suivant le lien en description. L'exercice de commentaire d'arrêt illustre que l'élève maîtrise de nombreuses composantes de l'expertise juridique. Il démontre une compréhension des textes juridiques, une capacité d'analyse et de réflexion. Pour poser les bases solides du commentaire, il nous faut dissiper les idées reçues concernant cet exercice. Tout d'abord, il n'y a pas de réponse juste. Il faut garder à l'esprit que le parcours de l'affaire pour arriver en cassation est particulièrement fastidieux et onéreux. Dans ce cas, les parties au procès avaient de sérieuses raisons de croire que leur position était la bonne avant que la cour ne tranche. Le commentaire ne doit donc pas être formulé sur le ton de l'évidence, puisque les décisions sont par nature le fruit d'une controverse. Il faut peser le pour et le contre, réfléchir aux limites du choix des juges. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que le commentaire d'arrêt est un exercice qui doit rester dans un cadre strictement juridique. Il faut donc faire attention à ne pas le transformer en dissertation générale sur le sujet traité, ou rechercher une analyse sociétale et politique sur l'arrêt et ses conséquences. Si cela peut paraître au départ contre-intuitif, toute opinion que tu pourrais avoir sur les parties ou la décision des juges doit rester dans le champ du droit. Pour te donner un exemple, si tu dois commenter un arrêt qui concerne la PMA, ton avis sur la question ou sur la décision finale ne doit pas apparaître sur ta copie. De la même manière, le commentaire d'arrêt n'est pas un exposé de connaissances. Il ne s'agit pas de démontrer que tu connais ton cours. Les points de droit dont tu parles doivent apparaître dans le contexte de l'arrêt à commenter. Par exemple, s'il s'agit d'un arrêt sur l'erreur, une partie sur les différents types du vice du consentement serait totalement hors sujet. Enfin, et ce conseil vaut pour tous les exercices qui pourront être proposés à la faculté de droit, les travaux dirigés sont pensés comme des entraînements au partiel. Il faut donc tenter de les réaliser dans les conditions de l'examen. Il faut à tout prix éviter le raisonnement à court terme qui consiste à chercher la meilleure note possible pour ton travail effectué à la maison, en visualisant le fait que généralement, le plus gros coefficient est l'examen final et l'école intermédiaire. Attention aussi, les commentaires disponibles sur internet sont généralement de qualité variable. Il y a donc des chances de tomber sur des mauvais commentaires en dehors des bases de données universitaires. De plus, la qualité de l'argumentation des auteurs peut conduire à te complexer dans ta propre capacité à analyser un arrêt. La lecture de la doctrine est bien entendu bénéfique, mais elle ne doit intervenir qu'en complément, une fois le travail bien avancé, pour l'agrémenter de références pertinentes. Passons maintenant à la pratique. Nous verrons ensemble 3 points clés du commentaire d'arrêt. La lecture de l'arrêt sera abordée dans cette vidéo. Puis dans une seconde vidéo, nous aborderons la rédaction de la fiche d'arrêt, puis l'élaboration du contenu du commentaire. La lecture de l'arrêt doit être active et conduire le plus rapidement possible à sa compréhension. Pour cela, il faut identifier les étapes de l'arrêt et les protagonistes. Cela revient à analyser l'arrêt et isoler les différents éléments qui le composent. C'est ce qu'on appelle la structure de l'arrêt. Les arrêts de la Cour de cassation ont pendant de longues années été rédigés dans un style complexe, et la décision des magistrats y était expliquée de manière succincte. La réforme de leur rédaction, le 1er octobre 2019, a simplifié leur lecture en découpant l'arrêt en plusieurs parties distinctes. Les faits et la procédure, les moyens, la réponse de la Cour et le dispositif présentant ce que décide la Cour de cassation. Pour identifier la structure d'un arrêt, il faut le décomposer. Le visa est la partie qui vise la règle de droit employée pour résoudre le cas. Il se place généralement au début de l'arrêt. Pour illustrer, il faut voir les visas comme les fondements, les outils du raisonnement juridique que va mobiliser le juge. Pour préparer le commentaire, il faut donc chercher ces textes et identifier ceux qui sont en rapport avec l'objet du commentaire. Mais sache que les arrêts de rejet ne comportent jamais de visa. Les motifs sont le cœur de l'arrêt. Là où sont exposés les faits, la procédure, le raisonnement d'appel, les moyens des parties et la solution de la Cour de cassation. Il est très complexe de synthétiser la manière dont est agencée la structure de l'arrêt en détail. Je vais donc présenter les principales divisions d'un arrêt, mais pour plus d'informations, je vous conseille l'article de Jean-François Weber, dont le lien est en description. L'arrêt sera rédigé de différentes manières en fonction de sa nature, c'est-à-dire s'il s'agit d'un arrêt de cassation du pourvoi ou d'un arrêt de rejet du pourvoi. La Cour de cassation peut donc prendre 2 types d'arrêts.
d'un arrêt de rejet du pourvoi. Dans sa motivation, elle va alors répondre aux moyens soulevés par les parties et justifier le refus de les accueillir. Ainsi, le juge va confirmer l'arrêt d'appel et exposer la raison pour laquelle les arguments des parties ne sont pas recevables, et le commentaire devra expliquer, argumenter et mettre en perspective ses raisons. Les motifs des arrêts de rejet s'organisent en 3 temps. D'abord, la Cour de cassation rappelle les faits retenus par la juridiction précédente ainsi que la procédure de l'affaire. La deuxième partie présente les éléments de la décision d'appel qui sont contestés par le pourvoi. Elle peut être introduite par la formule « alors que » dans les arrêts précédant la réforme de 2019. Ici, on observe 2 des protagonistes de l'affaire, la juridiction précédente d'une part, et le demandeur au pourvoi d'autre part. Les arguments du demandeur sont appelés les moyens. Ils sont divisés en branches représentant les sous-arguments. Pour simplifier, ce sont l'ensemble des arguments laissant croire au demandeur que la décision de la juridiction précédente n'était pas valable. La troisième partie expose le raisonnement de la Cour de cassation elle-même. Elle va répondre à la question de droit qui n'est pas explicitement formulée dans l'arrêt. Donc dans le cas d'un arrêt de rejet, la Cour va énoncer que le pourvoi ne justifie pas une cassation de la décision précédente. Cette troisième étape est généralement introduite par la formule « mais attendu que ». La Cour peut aussi rendre un arrêt de cassation. Ce sera le cas lorsque la décision de la juridiction précédente attaquée est jugée non conforme aux règles de droit. Ici, l'objet du commentaire sera d'expliquer les raisons pour lesquelles la décision d'appel était mal fondée. Les arrêts de cassation sont aussi décomposés en 3 étapes. D'abord, comme dans l'arrêt de rejet, la Cour de cassation rappelle les faits retenus par la juridiction précédente ainsi que la procédure de l'affaire. Ensuite, elle énonce le contenu de la décision attaquée. On peut généralement l'identifier car la Cour fait référence à la juridiction précédente en énonçant « pour débouter la demande » ou « pour accueillir la demande ». Enfin, la Cour de cassation expose son propre raisonnement. Et ici, la raison du motif de cassation constitue un élément important du commentaire. On appelle ce motif un cas d'ouverture à cassation. On distingue les cas d'ouverture à cassation fondés sur la violation de la loi et ceux fondés sur le non-respect des règles de procédure. Voyons la première catégorie, les cas de violation de la loi. Premièrement, la violation de la loi à proprement dit. C'est le cas lorsque la décision attaquée a fait une mauvaise application de la loi ou l'a appliquée à un cas auquel elle n'était pas applicable. Deuxièmement, le manque de base légale. C'est lorsque la décision n'explique pas assez les raisons pour lesquelles une loi est appliquée, c'est-à-dire que l'application au fait que fait la Cour d'une loi n'apparaît pas de façon suffisamment évidente pour justifier le fondement de la décision d'appel. Voyons maintenant la seconde catégorie, le non-respect des règles de procédure. Ils sont multiples. Celui qu'on rencontre le plus souvent est l'absence de motivation. Il s'agit du cas dans lequel le juge qui a rendu la décision attaquée ne la motive pas assez, ou le fait de manière hypothétique. On compte également parmi ces cas la violation du principe de la contradiction, le défaut de réponse à conclusion, la modification de l'objet du litige, la dénaturation d'un écrit aux termes clairs et précis. Ça, c'est le cas dans lequel les juges du fond ont donné à un texte un sens qui est contradictoire avec le sens commun que l'on pourrait lui donner. Tiens, voilà une petite astuce. Si la règle formulée par la Cour est particulièrement importante ou pose un principe inédit, sa décision peut être placée au début de l'arrêt. Enfin, dans la dernière partie de l'arrêt, la Cour va énoncer sa décision dans le dispositif, c'est-à-dire soit qu'elle casse et annule, soit qu'elle rejette le pourvoi. Cette dernière partie est généralement introduite par la formule, par ses motifs. Une fois l'arrêt lu, il convient de se poser des questions pour procéder à son analyse. La lecture doit être active, elle doit révéler la chronologie des faits et la procédure de l'affaire. Quels sont les faits? Quels sont ceux qui amènent à se poser la question de droit? Qui sont les protagonistes? Qui est en demande? Qui est en défense? Qui a eu l'initiative du pourvoi? Quels résultats espère-t-il obtenir? Quelles ont été les étapes du procès, en première instance et en appel? Il faut savoir qui parle et quand. Quand sont exposés les griefs, c'est-à-dire ce que reproche le demandeur à l'arrêt contesté. Où s'exprime la Cour de cassation et que dit-elle? Est-ce un arrêt de rejet, de cassation? Et pour quelle raison? Il faut savoir ce qui pose problème dans l'arrêt pour en déduire un problème de droit. Il faut aussi s'interroger sur la portée de l'arrêt et sa valeur. Est-ce un arrêt d'espèce ou de principe? La règle formulée est-elle nouvelle, inattendue? Il faut se poser la question de la formation dans laquelle la Cour de cassation a rendu l'arrêt. Par exemple, un arrêt d'assemblée plénière ou réuni en chambre mixte démontre la pluridisciplinarité ou l'importance de la décision. Tous ces questionnements préalables, doublés d'une bonne connaissance de la rédaction, vont permettre de rédiger l'introduction du commentaire d'arrêt. C'est ce que nous aborderons dans la deuxième vidéo. Elle s'affiche sur ton écran, tu peux cliquer dessus si tu souhaites poursuivre. Sur la chaîne, tu peux trouver les résumés de dizaines de jurisprudences utiles dans toutes les matières. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.